Il y a seulement quelques jours, presque personne n'a remarqué un grand changement qui se formait progressivement au Moyen-Orient. Mais maintenant, c'est clair, une nouvelle phase de tension commence. Les trois puissants pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui étaient depuis longtemps en position défensive, semblent maintenant prêts à passer à l'offensive. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que tout cela s'est produit en seulement 4 jours. Si quelqu'un avait dit cela il y a seulement quelques jours, beaucoup n'y auraient sans probablement pas cru. Mais aujourd'hui, selon des rapports provenant de différentes sources de renseignements, ces trois pays commencent à se préparer pour une attaque directe contre l'Iran. La journaliste irano-américaine Lisa Daftari se joint à nous maintenant. Eh bien, mon ami, l'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite a été frappée par des drones iraniens. Les médias israéliens rapportèrent que le Qatar avait déjà mené des frappes aériennes contre l'Iran, bien que le Qatar le nie. Axios rapporte que les Émirats Arabes Unis pourraient aussi rejoindre l'opération. Et ce n'est pas tout. Alors que la situation s'envenime, le Pakistan a également lancé un avertissement sévère. Un avertissement qui pourrait pousser toute la région vers une confrontation nucléaire si la tension venait à devenir incontrôlable. Donc pour comprendre comment la situation en est arrivée à ce point, nous devons revenir là où tout a commencé. Selon les analystes, la crise a commencé à cause d'une grave erreur de calcul de l'Iran. Au lieu de cibler uniquement les pays directement impliqués dans la première attaque contre eux, l'Iran a décidé de riposter contre des pays du Golfe qui n'avaient en réalité rien à voir avec la frappe initiale. Un exemple de cela est un incident qui s'est produit dans une zone résidentielle au Qatar. Dans cet endroit, qui n'était qu'une zone civile habituellement paisible, une frappe a soudainement eu lieu, provoquant une grande peur et un choc parmi les résidents. En seulement quelques secondes, une nuit ordinaire s'est transformée en une scène de chaos, de fumée et de sirènes de véhicules d'urgence. Cet incident a servi de déclencheur qui est en train de bouleverser tout l'équilibre des pouvoirs dans la région. Car pour les pays du Golfe, il ne s'agit plus simplement d'une tension ordinaire. Pour eux, c'est un message direct et une raison de préparer une réponse qui pourrait ouvrir la voie à un conflit plus vaste au Moyen-Orient. Et si cette escalade continue, le monde pourrait bientôt assister à une guerre plus grande que ce que la plupart des gens imaginent. Voici maintenant comment l'Iran explique pourquoi il mène ces attaques. Selon ses responsables, ils ne sont pas capables de frapper directement le territoire continental des États-Unis. C'est pourquoi, à la place, leurs cibles sont les bases militaires américaines au Moyen-Orient. À première vue, cette explication semble logique. Mais quand on regarde les endroits réellement touchés par les frappes, une autre histoire apparaît. Ce ne sont pas des bases militaires qui sont visées. Les cibles touchées sont des immeubles d'appartements, des centres commerciaux, des aéroports et des infrastructures portuaires. Ce sont des endroits utilisés quotidiennement par des civils ordinaires. En d'autres termes, ce ne sont pas des cibles militaires. Ce sont des lieux civils qui sont délibérément visés. Dans une déclaration, un responsable iranien a expliqué leur position. Selon lui, l'Iran n'avait pas d'autre choix que de se défendre. Et comme ils ne peuvent pas frapper directement le territoire des États-Unis, ils sont obligés de cibler les bases et installations américaines dans la région. Mais il y a un gros problème avec cette explication. Même s'ils disent que leurs cibles sont les bases américaines, lorsque les missiles ou les drones manquent à leur cible, ce sont les villes et les communautés des pays du Golfe qui sont touchées. Et même si la défense aérienne de ces pays intercepte les drones iraniens, les débris qui tombent du ciel représentent toujours un danger pour leurs propres citoyens. En d'autres termes, même s'ils ne sont pas directement touchés, ils sont quand même affectés. Et la réponse de l'Iran aux pays en colère est simple. Selon eux, il ne faut pas les blâmer. Au lieu de cela, ils disent que c'est l'Amérique qu'il faut blâmer parce que c'est elle qui a commencé la guerre. Dans une autre déclaration, un responsable iranien a affirmé qu'ils n'attaquaient pas. Selon lui, ils ciblent uniquement les installations américaines dans la région. Mais malgré ces explications, cela ne fonctionne pas comme l'Iran l'espérait. En fait, cela ne fait qu'aggraver la situation. Parce qu'alors que les attaques continuent, de plus en plus de pays commencent à se demander pourquoi l'Iran fait cela. Pourquoi attaque-t-il des pays comme Oman, qui aident l'Iran depuis longtemps dans les négociations et dans les discussions diplomatiques? Et pourquoi même Chypre, un pays qui n'a presque rien à voir avec cette guerre, devient-elle aussi une cible? La réponse à cette question n'est apparue que récemment.
Et selon un rapport du Financial Times, toute cette stratégie a été élaborée par l'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah, après une guerre de 12 jours au cours de laquelle l'Iran a subi une lourde défaite. Après cette guerre, il a élaboré un plan. Et ce plan était direct et clair. Si jamais une guerre éclatait de nouveau, il ne fallait pas qu'un seul pays ressente la douleur. Au lieu de cela, il fallait faire ressentir cette douleur à tout le Moyen-Orient. L'ordre était de cibler les installations énergétiques, de frapper les immeubles d'habitation, de perturber les aéroports et le trafic aérien, et d'attaquer toute infrastructure importante capable de semer le chaos dans toute la région. Le but de cette stratégie était d'élargir la guerre jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. Les coûts pour les États-Unis seraient alors trop élevés pour continuer. Selon un initié du régime iranien interrogé par le Financial Times, il ne s'agit pas d'un plan temporaire. C'est une stratégie continue qui sera mise en œuvre et encore élargie à mesure que la guerre se prolonge. Mais il y a une autre partie importante dans ce plan. Cette stratégie a une dimension religieuse. L'ayatollah qui a conçu ce plan est aujourd'hui décédé. Mais pour de nombreux partisans idéologiques du régime, ce n'est pas simplement une stratégie militaire. C'est un ordre de leur chef qui doit être respecté. Donc, même s'il y a des signes que le plan rencontre des problèmes, ils ne le considèrent pas comme un échec. Pour eux, c'est l'accomplissement de la dernière volonté de leur guide suprême. De plus, une autre raison rend désormais cela difficile à arrêter. Lorsque la guerre de 12 jours a éclaté, Israël a rapidement ciblé les plus hauts dirigeants. En seulement quelques heures, presque toute la haute direction de leur commandement militaire a été éliminée. À cause de cela, leur riposte a été retardée de 2 jours car tous les ordres venaient uniquement de la plus haute direction à l'époque. Mais aujourd'hui, le système est différent. L'Iran est désormais prêt à ce genre de situation. Les unités militaires ont reçu leur propre autorité et des instructions prédéfinies. Cela signifie que même si la direction centrale disparaît, l'opération peut toujours continuer. Dans une interview accordée à Al Jazeera, le ministre iranien des Affaires étrangères l'a même confirmé. Selon lui, les petites unités au sein du CGRI et d'autres groupes militaires ont désormais la liberté de mener des représailles, même sans ordre direct venant d'en haut. Mais il y a une chose à laquelle l'Iran ne s'attendait pas. Iran. Le plan conçu pour forcer l'Amérique à se retirer produit l'effet inverse. Au lieu que les États-Unis se retirent, de plus en plus de pays de la région commencent à envisager de rejoindre la guerre contre l'Iran. Et selon l'ancien général américain David Petraeus, c'est l'une des plus grandes erreurs de calcul de l'Iran dans toute cette crise. Il est clair, je pense, que l'Iran a pris une décision, pas seulement de s'en prendre aux bases américaines et aux cibles israéliennes, mais aussi aux pays du Conseil de coopération du Golfe et à d'autres pays de la région, même s'ils refusaient l'accès à leurs bases pour ces opérations. Et franchement, je pense que c'est une grosse erreur de calcul de la part de l'Iran parce que ce qu'ils ont fait, c'est d'impliquer d'autres pays dans ce conflit. Ces pays cherchaient en fait à rester en dehors du conflit et vont maintenant devoir s'impliquer au moins avec des avions. Ils vont contribuer à la mission de défense et avec le temps, peut-être aussi à la mission offensive, même si la campagne intense menée par les forces américaines et israéliennes se poursuit. Selon le plan de l'Iran, l'attaque contre les pays du Golfe devait exercer une pression sur les États-Unis. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Au lieu de faire reculer l'Amérique, cela a seulement convaincu davantage les pays du Golfe que l'Iran représente une menace sérieuse qu'il faut stopper. Si l'on y réfléchit, la raison est claire. Lorsqu'un pays est prêt à détruire toute une région juste pour rester au pouvoir, ce n'est pas le genre de gouvernement que l'on voudrait avoir comme voisin. Et imaginez ce qui pourrait arriver si un tel régime obtenait des armes nucléaires, ou s'il obtenait des missiles balistiques plus puissants, des armes avec une portée plus grande et des dégâts plus importants. C'est précisément la raison pour laquelle les pays du Golfe commencent à changer d'attitude, et commençons par le Qatar. Parce que si l'on regarde la situation il y a seulement 1 an, il faisait partie des pays ayant les relations les plus proches avec l'Iran. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Premièrement, le Qatar a rompu tous ses liens diplomatiques avec l'Iran. Ils ont fermé leur ambassade et ont immédiatement évacué tout leur personnel de là-bas. Après cela, ils ont pris une mesure à laquelle l'Iran ne s'attendait pas. Écoutez ceci.
Le ministère de la Défense du Qatar a, il y a environ 1 heure, annoncé avoir abattu plusieurs drones et missiles. Mais surtout, il a abattu 2 Su-24 des chasseurs bombardiers de 3e génération fabriqués en Union soviétique. Et il les a abattus alors qu'ils s'approchaient de l'espace qatari. Et ils disent que cela a été fait par l'armée de l'air qatari. Cela suggère qu'il y a eu un certain combat aérien ici, et c'est une avancée très très significative. Que l'Iran lance des missiles et des drones, comme par le passé, était en quelque sorte accepté comme pouvant arriver. Mais faire voler des avions de chasse en direction d'un autre État souverain, et que cet État souverain utilise sa propre force aérienne, qu'un pays du CCG utilise sa propre armée pour faire face aux menaces iraniennes, c'est une forme d'escalade. C'était une chose que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran, que l'Iran riposte et que les pays du CCG se défendent eux-mêmes. Mais utiliser des avions de chasse pour se défendre et abattre des appareils pilotés venus d'Iran constitue clairement une escalade militaire. Hier, le gouvernement qatari et le ministère de la Défense ont annoncé avoir commencé à employer leurs avions de chasse pour intercepter les menaces iraniennes. Plus loin de son territoire, au-dessus des eaux du Golfe, et il a fait cela pour limiter les dégâts causés par la chute de débris en raison de l'utilisation des systèmes de défense patriotes pour intercepter les menaces au-dessus des zones peuplées. Et maintenant, nous voyons qu'ils ont abattu, selon eux, 2 Su-24 qui venaient d'Iran. La force aérienne qatari utilise presque exclusivement des avions occidentaux. La plupart d'entre eux sont des chasseurs américains F-15, mais ils ont aussi des Rafales français et quelques avions britanniques. Et récemment, l'un de ces avions de chasse a réussi à abattre un chasseur iranien Su-24. C'est encore un exemple de la difficulté qu'a la technologie militaire russe à rivaliser avec les systèmes occidentaux. Mais ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Le point le plus important ici est le suivant. Cela montre que le Qatar est désormais prêt à se battre si nécessaire. Du point de vue du Qatar, ce que fait l'Iran en ce moment menace directement tout ce qu'ils ont mis des décennies à construire avec tant d'efforts. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient également prêts à riposter. Et le Qatar n'est pas le seul à être touché par les attaques de l'Iran. D'autres pays du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite, ont également été pris pour cible. Et selon les rapports actuels, il se pourrait que l'Iran ait franchi une limite hier. Hier, l'Iran a ciblé Ras Tanura, l'immense raffinerie de pétrole de Saudi Aramco. C'est la plus grande raffinerie de pétrole au monde. Chaque jour, près de 7% de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par cette installation. La raffinerie elle-même n'a pas été directement touchée. Mais les débris des drones qui l'ont visée ont provoqué un grand incendie autour de la zone. En raison de ce danger, l'Arabie Saoudite a été contrainte de suspendre temporairement les opérations de la raffinerie. Cela signifie que la plus grande raffinerie de pétrole au monde a temporairement cessé ses activités à cause des attaques de l'Iran. Et à cause de cela, il est clair que l'Arabie Saoudite n'avait pas l'intention de rester simplement sur la défensive alors que sa principale poumon économique continuait d'être menacée. Selon certains diplomates occidentaux, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar sont sur le point de rejoindre les attaques offensives contre l'Iran. En fait, certains rapports indiquent que le Qatar a déjà mené une frappe à l'intérieur même de l'Iran en représailles aux attaques contre l'aéroport international de Doha, l'un des aéroports internationaux les plus fréquentés au monde. Cependant, commandant, il y a un détail important ici. Le Premier ministre du Qatar n'a pas encore confirmé ce rapport en particulier, mais il a été clair dans ses déclarations. Le Qatar a le droit de se défendre et les attaques de l'Iran doivent cesser. Que la frappe ait déjà eu lieu ou non, le message reste le même. Ces pays se préparent déjà à une attaque directe. Selon des sources militaires et diplomatiques de la région, l'Arabie Saoudite est sur le point d'autoriser son armée de l'air à lancer des frappes aériennes à l'intérieur de l'Iran. Cela fait suite à une attaque de missiles et de drones sans précédent qu'ils ont subie contre leurs civils. Cela inclut les missiles qui ont récemment visé Dammam, la 5e plus grande ville d'Arabie Saoudite. Selon un responsable du Golfe, les prochaines 24 heures seront très intenses. Une limite a déjà été franchie. Une autre raison importante pour laquelle une telle coordination devient possible est le changement dans la structure militaire des États-Unis dans la région. À la fin du premier mandat de Donald Trump, Israël a été intégré au commandement central des États-Unis.
ou CENTCOM. Auparavant, Israël faisait partie du commandement des forces des États-Unis en Europe en raison de ses relations sensibles avec les États arabes qui ne le reconnaissaient pas à l'époque. Mais cela a changé après les accords d'Abraham. Grâce à cela, une coordination militaire plus étroite entre Israël et les pays de la région est devenue possible. Pendant ce temps, hier soir, un autre incident s'est produit. L'ambassade des États-Unis à Riyad, en Arabie Saoudite, a été touchée par 2 drones Shahed iraniens. Heureusement, aucun membre du personnel américain n'a été tué ou blessé car il y avait presque personne à l'ambassade au moment de l'attaque. Actuellement, il y a une division du travail concernant les cibles. Israël se concentre sur la direction iranienne. Cela inclut une réunion de hauts érudits religieux à Qom où les derniers grands dirigeants religieux d'Iran se rassemblent pour discuter de qui succédera au guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Si l'on remonte à seulement il y a 4 jours, presque personne n'aurait pu imaginer que cela arriverait. À ce moment-là, les pays du Golfe étaient encore neutres. Ils empêchaient même les États-Unis d'utiliser leur espace aérien et leurs bases militaires pour attaquer l'Iran. Mais maintenant, ils se préparent déjà à rejoindre la guerre. Et à ce stade, de nombreux analystes disent que l'Iran ne peut blâmer que lui-même. Mais au milieu de tout cela, il y a un aspect de la crise que beaucoup remarquent à peine. Et cela pourrait être le plus dangereux de tous, le Pakistan. L'année dernière, le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont signé un accord de défense mutuelle. Un accord presque similaire à un pacte de protection de type OTAN. Ainsi, une attaque contre l'Arabie Saoudite sera aussi vue comme une attaque contre le Pakistan. Et si quelqu'un attaque le Pakistan, l'Arabie Saoudite est également obligée d'aider à la défense. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères pakistanais a déjà lancé un avertissement à l'Iran. Il a dit que si l'Iran continue ses attaques contre l'Arabie Saoudite, il doit se rappeler l'accord de défense entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Et il est important de se rappeler une chose. Le Pakistan est une nation dotée de l'arme nucléaire. En fait, c'est le seul pays musulman au monde à posséder des armes nucléaires. Donc si l'Iran continue ses attaques contre l'Arabie Saoudite, il est possible que la guerre atteigne le seuil nucléaire. Et ce qui est encore plus ironique dans cette situation, c'est ceci. Il y a une grande population chiite au Pakistan, la même branche de l'islam que le guide suprême de l'Iran prétend diriger. Mais maintenant, il se peut que le Pakistan lui-même intervienne dans la guerre contre l'Iran.